Vous l'avez remarqué, la Formule 1 a subi quelques modifications de la part de la FIA suite aux de nombreuses critiques autour des pilotes, mais aussi au niveau des écuries liées à la réglementation de cette année. Car comme vous le savez, cette réglementation qui est censée être une nouvelle ère pour les prochaines années a été la source des critiques, notamment autour du déploiement de l'énergie ainsi que la recharge, notamment les super clippings et du lift and coast pour n'en citer que. Et suite à de nombreux problèmes qui ont été aperçus lors des 3 premiers grands prix, que ce soit en Australie, en Chine et au Japon, et bah, après 3 réunions qui ont été, passées, lors du mois d'avril, suite à une, pause improvisée suite à l'annulation du Grand Prix au Moyen-Orient qui est Bahreïn et l'Arabie Saoudite, et bah, la FIA en a profité de faire quelques ajustements liés à cette réglementation. Alors dans cette vidéo, on va regarder tous ensemble quels sont les principaux points qui ont été apportés suite aux réunions proposées par la FIA, entre la FIA et les écuries. Donc déjà, on va regarder tout d'abord au niveau de la séance des qualifications, notamment autour de la gestion de l'énergie. Déjà, on constate une réduction de la recharge maximale autorisée du 8 à 7 mégajoules, dont le but est de limiter la récupération d'excessif d'énergie et donc encourager un pilotage plus régulier. Et donc, potentiellement, selon les paroles de la FIA, il permettrait de réduire la durée maximale du super clipping à environ 2 à 4 secondes par tour. Bon, ça, on verra un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, en gros, on essaie d'utiliser le moins de types de recharge possible, que ce soit au niveau du lift and coast et au niveau du super clipping. Et d'ailleurs, en parlant du super clipping, il y a quand même quelques changements. Déjà, au niveau du super clipping, on passe désormais de 250 kilowatts autorisés à désormais 350 kilowatts. Donc en gros, si vous comprenez toujours pas, c'est comme si vous rechargez votre téléphone en utilisant avec un chargeur de 20 watts, vous rechargez à 100% en environ, on va dire, 2-3 heures au jour d'aujourd'hui. Et si vous prenez la recharge à 65 watts, en reprenant le même principe, vous pouvez recharger en même pas une heure. Et bah, avec ce super clipping qui passe de 250 à 350 kilowatts, et bah c'est pareil. Donc, on récupère un plus de capacité énergétique au niveau du moteur électrique que dans le passé. On verra ce que ça donne, mais en gros, ça, pour moi, je trouve que c'est pourquoi pas. Pour moi, c'est pourquoi pas. En tout cas, je donnerai mon avis à l'issue, dans la dernière partie de cette vidéo. Et autre modifications qui ont été apportées, c'est le nombre d'épreuves qui ont été soumis à des limites d'énergie alternative plus basses, qui passent désormais de 8 à 12 courses. Donc, en gros, plus de souplesse au niveau de l'utilisation de ce type d'énergie. Et donc, j'imagine que ça, on utilisera beaucoup plus sur les circuits où le nombre d'utilisation de l'énergie est beaucoup plus important. Je pense notamment les circuits très rapides tels que Monza ou bien Mexico, pour n'en citer que. Et aussi, pourquoi pas, et potentiellement Jeddah ou autres circuits très, très rapides. Bon, d'un point de vue au niveau de la course, qui ont été apportés suite à des modifications de la FIA, déjà le mode boost en conditions de course, il est désormais plafonné à 150 kilowatts en termes de la puissance maximale, dont le but est de réduire les écarts de performance qui sont trop importants et surtout d'éviter potentiellement les gros accidents. On a vu ce qui se passe au niveau d'Oliver Berman lors du Grand Prix du Japon. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à revoir la vidéo de l'accident, qui aurait pu se faire blesser même, hein, justement. Et là, on espère qu'avec cette réduction de la puissance maximale autorisée du niveau de boost, on verra moins ce genre d'accident. Et potentiellement moins de super clipping aussi, même s'il y aura forcément quelques-uns, il y aura forcément tout le temps même lors des week-ends de Grand Prix, tout simplement. Et un autre point aussi qui a été modifié pendant la course, c'est c'est le déploiement de la MJUK, si j'arrive un petit peu. Déjà, le MJUK, il sera maintenu à 350 kW sur les zones d'accélération clés et
mais il sera limité à 250 kilowatts pour le reste du circuit. Bon, ça, je dois avouer que c'est pas super précis, mais j'imagine que c'est plus au niveau des longues lignes droites du circuit et tout le reste, c'est-à-dire d'un point de vue sur les portions plus techniques, bah, on sera plafonné à 250 kilowatts. En gros, on l'utilise en pleine puissance sur les parties les plus rapides du circuit. Donc, je pense, comme j'avais dit, sur la plus longue ligne droite du tracé. Et tout le reste, voire même la très grande majorité, en 250 kilowatts. Mais ça, il faut voir ça lors du Grand Prix de Miami, qui sera notre prochain rendez-vous, ainsi que les autres prochains Grands Prix, tels que Canada, Barcelone et Monaco. On verra ce que ça donne aussi. Mais je pense que surtout cette utilisation à 350 kW, ce sera surtout pour des zones en straight mode et pour le reste en 250. Pour moi, je vois plus sur ça. Bon, là, maintenant, on va passer au niveau des qualifications. Bon, je vais lire de A à Z quand même quelles sont les modifications, qu'est-ce qu'ils disent au niveau suite à la réunion. Parce que quand même, ce point-là, il est quand même très technique et je vais quand même vous le simplifier à la fin. Donc, déjà, un nouveau système de détection de départ à faible puissance a été mis au point. Il est capable d'identifier les voitures présentant une accélération anormalement faible peu après lâcher d'embrayage. Dans de tels cas, un déclenchement automatique du MJUK sera activé afin de garantir un niveau d'accélération minimal et d'atténuer les risques liés au départ sans introduire d'avantages sportifs. Un système d'avertissement visuel associé est mis en place, activant des feux clignotants qui sont à l'arrière ou sur les côtés sur les voitures concernées afin d'alerter les pilotes qui suivent. Une remise à zéro du compteur d'énergie au début du tour de formation a également été mise en place afin de corriger une incohérence du système identifié précédemment. Bon, je vais dire tout de suite, en gros, malheureusement, lors du départ des 3 premiers Grands Prix, il y a eu quelques problèmes, notamment à certaines voitures qui ont failli de se faire caler. On a vu hein, les images lors du Grand Prix d'Australie, surtout au niveau de Franco Colapinto qui a failli se faire percuter par une voiture de devant. Heureusement, il a pu éviter à temps avec un super bon réflexe. Et surtout au mauvais départ, surtout au niveau des Red Bull, que ce soit Hadjar ou Verstappen, surtout pour Verstappen, le pauvre, malheureusement, il a eu le taux d'énergie à zéro de sa voiture et donc il n'a pas pu prendre un bon départ. On l'a vu aussi hein, pour Kimi Antonelli lors du Grand Prix du Japon. Donc en gros, le départ, ça a provoqué un gros bordel à tout va. Et donc le but, c'est de corriger ça et donc laisser une chance à, entre guillemets, tous les pilotes. En tout cas, on verra ce que ça donne vraiment lors des prochains Grands Prix. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'il faut retenir. Et là, on va terminer par les conditions humides, donc les courses sous la pluie. Bon, je dois avouer que je ne m'attendais pas spécialement. Bon, après, en même temps, c'est un peu normal parce que cette année, nous n'avons pas un Grand Prix sous la pluie, donc on ne peut pas vraiment savoir comment ça va se donner. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose que la FIA anticipe quand même ce genre de règlement si, si un Grand Prix aura eu lieu sous la pluie. Ce sera peut-être pas à Miami, ce sera forcément peut-être au Canada, qui sera le prochain rendez-vous après Miami. Peut-être à Monaco aussi. Je vous dis entre vous et moi, j'espère pas, parce que avec ce genre de réglementation, tu vas à Monaco sous la pluie, j'ai bien peur qu'il y aura alerte danger dessus. Mais bon, on verra, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose que la FIA revoie un petit peu, profite de ça pour modifier un petit peu en cas de condition, en cas de pluie dans un week-end de course. Déjà, on constate que les températures des couvertures chauffantes des pneus intermédiaires ont été relevées suite au retour des pilotes. Ce qui est quand même en vrai une bonne chose parce que en vrai, je vous rappelle que plus les pneus sont chauds, plus on aura potentiellement de l'adhérence. Et surtout, face à une condition humide pareille, il est quand même important d'avoir des pneus intermédiaires et aussi des maxi-pluies avec des températures un peu plus importantes. Et donc, avoir potentiellement une meilleure adhérence. Car les pneus froids sur une piste mouillée, ça peut potentiellement créer des problèmes.
Autre point important aussi au niveau des conditions humides, c'est l'utilisation maximale de l'ERS sera réduite. Ce qui est aussi plus ou moins une bonne chose dans le sens où si on utilise l'ERS et on ne sait pas un petit peu comment ça va se donner avec cette réglementation, ça se peut, avec ça, ça peut provoquer des soucis au niveau du comportement des voitures et donc créer potentiellement des dangers. Parce que quand même, hein, les courses sous la pluie, c'est pas franchement une partie de plaisir d'un point de vue de pilotage. C'est souvent de la prudence, hein. C'est souvent de prudence, hein, qui est primordiale dans une course de F1. Donc déjà, l'utilisation réduite en termes de la puissance de l'ERS, ce qui est quand même une bonne chose pour ça. Et enfin, les systèmes de feu arrière qui seront simplifiés. Car oui, parce qu'avec ces fameuses lumineux, ça complique on a du mal un petit peu voir comment ça donne. Et là, avec ça, avec cette modification, on aura des signaux visuels qui sont un petit peu plus visibles et plus visibles et donc plus compréhensibles, que ce soit au niveau des pilotes, mais aussi pour nous en tant que spectateurs. Bon, voilà les principaux changements liés à la réglementation de cette année. Maintenant, je vais dire un peu mon avis, ce que je pense. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Pour être honnête, ça résout tout simplement une partie des problèmes. Mais je vous dis clairement, il faut pas se leurrer. Malheureusement, cette réglementation, il est condamné pendant tout le reste de la saison. Il y aura du super clipping, il y aura de lift and coast, il y aura tout type de déploiement de A à Z. Pareil aussi pour les recharges, il y aura des dépassements superficiels, enfin artificiels, c'est tout ce que je vais chercher. Il y aura forcément quelques dingueries durant les week-ends de course. Mais en tout cas, avec ces réglementations, tous ces réglementations, on verra comment ça va se donner lors du Grand Prix de Miami, qui sera notre prochain rendez-vous. Mais je vous dis clairement, faut pas s'attendre à des miracles. Il y aura forcément quelques modifications hein, durant tout le reste de la saison. Peut-être un lors de la trêve estivale. On verra ce que ça donne. Mais déjà, il faut pas trop compter sur ces changements pour voir plus de spectacles. Le but de ça, c'est surtout sécuriser un peu les pilotes. Parce que malheureusement, la FIA a laissé un petit peu de côté la sécurité des pilotes et mettre un peu plus en avant des réglementations et potentiellement liées à l'innovation et entre guillemets au niveau des performances. Ce qui est un petit peu paradoxal parce que avec tous ces systèmes de sécurité, avec le halo, tout ça, la sécurité a été toujours primordiale, comme disait Jean Todt, qui mise tout le temps sur la sécurité plutôt que sur les performances des voitures. Mais bon, ça n'empêche pas de voir les voitures de plus en plus performantes au fil des années. Mais en tout cas, c'est quand même un peu tard. En vrai, c'est quand même un peu tard de réagir à ça. En tout cas, l'accident de Berman a quand même mis en lumière tous les problèmes liés à cette réglementation. Et on espère que cette réglementation va apporter des choses. Mais comme j'avais dit, pour moi, ça résout juste une partie des problèmes. Il y aura forcément d'autres problèmes qui vont se créer. On verra, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne d'ici dans une semaine, à l'heure où je publie cette vidéo, tout simplement. Puisque le Grand Prix de Miami, ce sera déjà dans une semaine. Donc on suivra tous ensemble comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'espère que tout ça va apporter un peu ses fruits et surtout être à l'écoute, surtout auprès des pilotes. Parce que les pilotes, certes, ils sont là pour faire les courses, mais il faut pas oublier quand même aussi que ça reste des êtres humains. Berman aurait pu se faire blesser, il aurait pu manquer une course. Finalement, ce ne sera pas le cas, et heureusement pour lui. Mais en tout cas, la sécurité reste quand même assez important, même si, il faut dire les termes aussi, c'est que même si il y a de plus en plus des règlements de sécurité qui sont devenus très sévères, faut pas oublier que le sport automobile reste un sport dangereux. Parce que ça, malheureusement,
Bah, depuis même l'accident d'Ayrton Senna, l'accident de Jules Bianchi a remis un peu les dangers du sport automobile. Beaucoup de gens ont pensé que la Formule 1 reste un sport le plus sûr. Non, ça n'a jamais été le cas. On l'a vu dans les autres disciplines. Je peux notamment citer l'exemple d'un accident en 2013, je crois, c'était en 24 heures du Mans, qui fait rappeler aussi, malgré tous les dispositifs de sécurité, qu'on peut se faire très mal, qu'on peut se faire tuer même. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé pour cette vidéo un peu tardive, parce que bon, entre mes temps de travail et surtout avec ma fatigue, j'ai pas trop envie de faire un peu mon truc, mais étant donné que c'est un point qui est quand même assez important, j'ai envie d'en parler sur cette chaîne. Je voulais à la base mettre en tant que post, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de faire une simple vidéo pour vous en parler. Mais en tout cas, on pourra revenir lors des prochains lives pour le Grand Prix de Miami. Je vous rappelle que le Grand Prix de Miami, c'est le course sprint, donc il y aura 3 lives. Donc on aura quand même le temps pour parler autour de ces modifications. En tout cas, si on n'avait toujours pas compris ou autre. Mais en tous les cas, je vous dis clairement, en vrai, ils sont là juste pour corriger certains problèmes. Mais comme j'avais dit, faut pas s'attendre à ça pour voir des courses incroyables, tout simplement. Enfin, quand je dis course incroyable, c'est-à-dire course avec le moins de défauts possible. Il y aura forcément 2 ou 3 petits problèmes, mais j'espère que ils seront beaucoup moins importants que par le passé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça donne. De toute façon, je lis tous vos commentaires, dans tous les cas. En tout cas, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine lors du Grand Prix de Miami. Et sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end et passer une bonne semaine prochaine. Tout simplement à l'avance. Allez, salut à tous.